Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence de la bande dessinée dans les relations internationales. Et je vais commencer par une citation du général de Gaulle. Au fond, vous savez, mon seul rival international, c'est Tintin. Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands. On ne s'en aperçoit pas à cause de ma taille. Cette boutade me paraît, je crois, très révélatrice du sujet d'aujourd'hui. La bande dessinée, au fond, c'est une manière de soft power, de pouvoir d'attraction des moyennes et des petites puissances. Et la bande dessinée, telle que je la conçois, la bande dessinée franco-belge, s'est intéressée d'emblée aux questions internationales avec les aventures de Tintin, bien sûr. Le petit explorateur, le globe-trotter, qui s'intéresse aux événements de son époque, et qui va découvrir dans le premier album l'URSS, Tintin au pays des soviets, qui est une charge évidemment sur le monde soviétique des années 30. Ensuite, Tintin qui a à la fois les qualités morales de l'univers scout, certains préjugés de son époque, mais toujours aussi une certaine forme d'empathie pour les populations qu'il rencontre. C'est Tintin en Amérique et sa charge contre le Chicago d'Al Capone et les gangsters. C'est le Lotus bleu avec l'agression japonaise contre la Chine et les problèmes de la drogue. C'est Coq en stock qui dénonce la persistance des trafics d'esclaves sur le chemin de la Mecque. C'est le Sept d'Ottokar qui est probablement inspiré par l'Anschluss, c'est-à-dire l'occupation de l'Autriche par l'Allemagne nazie. On pourrait multiplier les exemples. Au début, Tintin est quand même marqué par une forme de paternalisme condescendant, et puis il évolue, et si vous prenez par exemple Tintin et les Picaros, il renvoie dos à dos les dictatures de droite et de gauche, Tapioca et Alcazar. Eh bien, à partir de là, il y a toute une inspiration qui va se développer, par exemple, chez un autre très grand auteur de la bande dessinée, contemporain d'Hergé, qui est Edgar Pierre Jacobs. Je pense évidemment aux albums de Black et Mortimer, qui se déroule essentiellement dans le contexte de la guerre froide, dès 1947, avec le secret de l'Espadon, et qui va, de manière peut-être un peu dichotomique, opposer le monde libre aux empires totalitaires, avec le fameux Ulrich, qui a d'ailleurs inspiré à Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères français, un livre tout à fait intéressant qui s'intitule « Ulrich, la biographie non autorisée ». Et les continuateurs d'Edgar Pierre Jacobs vont travailler avec la même inspiration. Voyez par exemple ce fameux livre La machination Voronov, qui date de 2000 et qui, en quelque sorte, reprend le filon déjà exploité par Edgar Pierre Jacobs. Je voudrais citer aussi un autre personnage de BD tout à fait étonnant et amusant, Lucky Luke, bien sûr, le côté bourru du personnage, son flegme, et finalement aussi cette manière un peu drôlatique de caricaturer des caractères du Far West américain entre les frères Dalton et par exemple le chien Rantanplan. On est dans un univers qui est à la fois de la dérision, mais aussi du courage et finalement une forme de refus de se prendre trop au sérieux. Ce monde-là, ce monde de Tintin, de Lucky Luke, on le retrouve quelque part aussi
dans les aventures d'Astérix, qui oppose le petit village gaulois à l'Empire romain. Les personnages d'Astérix traversent les pays de leur époque sans perdre une certaine forme, eux aussi, d'autodérision. Il y a une connivence qui s'établit avec les lecteurs. Le petit village gaulois qui résiste aux Romains, c'est l'éternelle revanche du petit contre le gros, de la force morale d'une population, si joliment symbolisée par la potion magique, contre la force brute d'un pouvoir impérialiste. Et au fond, il y a, par-delà les histoires de ces différentes bandes dessinées, une certaine manière de mettre en valeur les droits de l'homme. Et j'apprécie beaucoup la publication, le numéro spécial de Spirou, qui a été consacré à l'anniversaire de la Convention des droits de l'homme, parce que c'est une manière, au fond, ludique de célébrer les 70 ans de cette déclaration universelle à travers une série d'auteurs de BD. Et dans un registre peut-être plus sombre, plus dramatique, mais très prenant aussi, un très grand auteur de bande dessinée, Van Hamme, va signer un livre tout à fait remarquable intitulé Kivu, qui, sur fond d'exploitation du coltan dans l'est de la République démocratique du Congo, va toucher de très près à la fois la tragédie de populations exploitées et en guerre, et finalement mettre en valeur une forme d'appel humaniste pour venir en aide à ces populations. J'ai gardé, en tant que diplomate, peut-être le plus amusant pour la fin. Bien évidemment, je ne pouvais pas faire abstraction de Blain et Lanzac et le fameux Quai d'Orsay, qui d'ailleurs est devenu un film, les tomes 1 et 2, toute ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé est évidemment fortuite, mais tout le monde sait que c'est Dominique de Villepin qui a inspiré le personnage principal de cet ouvrage. Et ce qui est particulièrement intéressant, et là encore on revient à la revanche des petits sur les grands, eh bien c'est la thématique qui sous-tend cet album et qui est bien sûr celle de la guerre du Golfe, de la deuxième guerre du Golfe. Voilà autant d'éléments d'une très courte balade à travers la BD dans le monde des relations internationales de l'avant-deuxième guerre mondiale, au moment des premières aventures de Tintin, jusqu'à aujourd'hui. Et je vous laisse maintenant, chers amis, le plaisir de découvrir ou redécouvrir toute cette BD.